il faut aussi élargir l'offre éducative pour toucher les personnes qui sont actuellement hors du système, parce qu'il est déplorable que 100 millions d'enfants actuellement en Afrique n'arrivent pas à aller à l'école. Ce n'est pas du tout normal, ce n'est pas acceptable, ce n'est pas juste, ce n'est pas éthique, et on ne peut pas continuer dans cette logique-là. Bonjour à tous et bienvenue dans Lit Afrique. Aujourd'hui, je suis ravie de recevoir sur le plateau Alfred Sawadogo. Alfred, merci beaucoup d'être venu aujourd'hui. Bonjour, merci. Alors, vous êtes spécialiste de télécommunications, de numérique et de data, cofondateur du mouvement citoyen et think tank Emerald BF et auteur du livre Les priorités de l'Afrique, publié chez les éditions Afrique et Savoie en 2025. Dans ce livre, vous interrogez sur les défis du secteur éducatif, industrialisation et la bonne gouvernance en Afrique. Alors, qu'est-ce qui vous a poussé à écrire ce livre? Alors, il y a plusieurs raisons qui m'ont poussé à écrire le livre. La première raison, c'est que, de mon constat, les questions conjoncturelles ont pris le dessus sur les questions structurelles lorsqu'on parle de l'Afrique. Qu'est-ce que je veux dire par là? Nous sommes en train d'enregistrer cette émission et je vous lance un défi. Dans 2 semaines, allez voir le nombre de vues sur notre émission sur YouTube et comparer ce nombre de vues à d'autres émissions, par exemple, qui parlent des prochaines élections dans tel ou tel pays africain, ou des émissions qui parlent de la France-Afrique, de la position de la France en Afrique, la présence de la Chine en Afrique, la présence de la Turquie en Afrique, etc., etc. Vous allez vous rendre compte que notre émission qui parle de questions structurelles aura nettement moins de vues que les questions sur le franc CFA, la France-Afrique, etc. Et donc, moi, j'ai constaté que le débat public est plutôt tourné vers des questions conjoncturelles. Vous voyez? Et les questions fondamentales telles que l'éducation, la technologie et la bonne gouvernance sont quasiment absentes du débat public. Moi, j'ai voulu nous ramener vers l'essentiel. Ce que je considère l'essentiel, ce sont ces questions structurelles parce que, quel que soit ce qu'on dit sur les questions conjoncturelles, tant que rien ne change au niveau des fondamentaux que sont l'éducation, la technologie et la bonne gouvernance, rien ne se fera en Afrique. Donc, c'est vraiment pour alerter et nous interpeller sur des questions structurelles. Les questions conjoncturelles, ça éveille beaucoup de passion, ça éveille beaucoup d'intérêt, mais laissez-moi vous dire que ce n'est pas ça qui va changer la face de l'Afrique. La preuve, c'est que depuis 20 ans, 30 ans, 15 ans, nous sommes dans les questions structurelles, ça n'a pas changé la face de l'Afrique. Revenons plutôt vers des questions structurelles et c'est le cri en fait que j'ai voulu lancer, ça c'est la première raison. Et deuxième raison aussi, ce livre marque en gros une dizaine d'années maintenant que je suis dans le domaine de l'engagement citoyen et donc c'est un livre dans lequel j'ai voulu consigner tout ce que j'ai pu apprendre en tant que leader citoyen puisque j'ai cofondé un think tank comme vous l'avez si bien dit. Pendant 10 ans donc, nous avons mené des réflexions, des activités sur le terrain, nous avons eu pas mal d'impact, nous avons eu pas mal d'expérience et j'ai voulu consigner tout cela dans un seul et même livre pour que d'autres jeunes qui sont intéressés par l'engagement citoyen, d'autres même par l'engagement politique, puissent justement lire ce livre, comprendre comment nous avons pu arriver à ce que nous avons réalisé, s'en inspirer et aussi avoir de l'impact dans leur quartier, dans leur village, dans leur commune. D'abord, votre livre se base sur 3 piliers, donc l'éducation, la technologie, la bonne gouvernance. On va commencer avec l'éducation. Quel est le regard qu'on a aujourd'hui en Afrique sur l'éducation? Par exemple, en Chine, l'éducation est vue comme la seule voie pour sortir de la pauvreté, de la misère, d'où cette pression énorme sur les élèves à l'école pour avoir des bons résultats, pour aller à l'université. Est-ce qu'on a ce même regard en Afrique? Alors, sur l'Afrique, il faut déjà dire qu'à cause des budgets limités, il y a peu de personnes qui arrivent donc à finir leur cursus scolaire. Déjà, quand on va sur les chiffres, on se rend compte qu'il y a 100 millions d'Africains, 100 millions d'enfants africains qui ne vont pas à l'école. C'est à peu près 40% des enfants dans le monde entier qui ne vont pas à l'école, ils sont africains. Et même ceux qui sont scolarisés, lorsque vous prenez donc la progression du primaire jusqu'à l'université, il y a une forte déperdition scolaire qui va s'effectuer parce que les parents n'ont pas l'argent, etc., etc. Et donc, sur 100 enfants qui sont scolarisés, on a à peine 8 qui vont arriver à l'université, d'après les chiffres typiques. Et donc, déjà, c'est une question en fait de l'offre éducative déjà est limitée. Ce n'est pas tout le monde qui a le privilège d'aller à l'école. Et ça déjà c'est un premier point sur lequel il faut travailler parce qu'aucune nation ne peut se construire sans l'éducation, sans des citoyens éduqués, des citoyens qui ont les compétences, qui ont les connaissances pour s'inscrire dans le monde moderne et agir avec efficacité. Donc déjà il y a
les problèmes au niveau de l'offre éducative. Également, lorsqu'on va parler du système éducatif, il y a les filières d'enseignement. Les filières d'enseignement, à peu près, nous avons 80% dans tout ce qui est sciences humaines et littérature et 20% dans les STEM, sciences, technologies, ingénierie et mathématiques. Et donc, il y a une forte dominance donc, des filières littéraires, ce qui n'est pas forcément en adéquation avec le marché de l'emploi. Et je vais finir par là, l'adéquation maintenant entre l'éducation et l'emploi, c'est ça qui pose problème. Parce que ce que les chiffres montrent, c'est quoi? Je prends deux exemples. Le Burkina Faso, le Programme national de développement économique et social du Burkina Faso en 2015, qui était le référentiel de développement, stipulait qu'après l'université, le jeune diplômé devait passer en moyenne 5 ans avant d'avoir son premier emploi. Ça, c'est un premier fait. Maintenant, au Cameroun, l'Institut national des statistiques a montré que les personnes qui sont alphabétisées, qui sont scolarisées, ont 5 fois plus de chances de chômer que les personnes qui ne sont pas allées à l'école. Et cette dichotomie, en fait que, justement, l'éducation n'est pas la chose la mieux valorisée parce que lorsque je suis un enfant, je vois mes aînés qui ont le baccalauréat, qui ont la licence, qui ont le master et qui n'ont pas d'emploi. Est-ce que cela m'incite à travailler? Est-ce que cela me fait me rendre compte que l'éducation, c'est le pilier de l'émancipation? C'est très compliqué. Et donc, il faut vraiment une adéquation entre l'emploi et l'éducation pour valoriser l'éducation, pour montrer à tout le monde que l'éducation, c'est la voie de réussite. L'éducation, c'est la voie de l'émancipation. C'est ce par quoi on peut se faire une place dans la société parce qu'on a des connaissances et des compétences qui nous permettent d'être productifs. Et avez-vous des pistes à proposer concrètes pour mettre en place cette émancipation? Alors, il y a plusieurs volets. Il y a plusieurs volets sur l'éducation. Moi, mes recommandations déjà, c'est sur les filières d'enseignement. Puisque moi, je voudrais que le marché de l'emploi puisse s'ouvrir à ceux qui sont diplômés. Et pour cela, donc, moi, je voudrais que les filières soient en adéquation avec les besoins parce que très souvent, on forme des gens qui n'ont pas de lien avec ce que demande le marché. Si on forme, je ne sais pas, 100 000, 1 million d'avocats et d'économistes alors que le marché a besoin d'1 million de scientifiques, vous voyez qu'il y a une inadéquation et ça crée le chômage. Et le chômage, derrière aussi, va remettre en question même l'importance du système éducatif ou l'utilité du système éducatif. Donc, ce qu'il faut faire, c'est créer cette adéquation entre le marché et les filières de formation. Pour moi, ça, c'est la première priorité. Deuxième priorité, il faut aussi élargir l'offre éducative pour toucher les personnes qui sont actuellement hors du système parce qu'il est déplorable que 100 millions d'enfants actuellement en Afrique n'arrivent pas à aller à l'école. Ce n'est pas du tout normal, ce n'est pas acceptable, ce n'est pas juste, ce n'est pas éthique et on ne peut pas continuer dans cette logique-là. Donc, il faut augmenter les budgets éducatifs afin de toucher plus d'enfants dans le système. Et autre chose également qu'on peut souligner sur l'éducation, c'est aussi donner une place de choix à l'éducation citoyenne. Parce que l'éducation citoyenne permettra aussi à chacun d'être un bon citoyen. Parce que pour moi, in fine, l'éducation, ce n'est pas seulement pour avoir du boulot et de l'argent derrière, mais c'est aussi savoir en tant que citoyen quels sont mes devoirs, quels sont mes droits et comment je peux m'inscrire vraiment en une solution dans ma communauté. Cette question de responsabilité citoyenne est très importante dans votre livre. Vous évoquez notamment une classe moyenne, une inertie de la classe moyenne. Que voulez-vous dire par ça? Alors, inertie de la classe moyenne, c'est-à-dire que dans chaque pays, on a des forces en fait qui, en se mobilisant, peuvent changer les choses, peuvent occasionner des progrès, engendrer donc des transformations. Et lorsque je regarde dans nos pays, si vous prenez les pauvres, la classe des pauvres, les chiffres montrent à peu près qu'en Afrique, on a 60% des individus extrêmement pauvres. C'est-à-dire que dans le monde entier, 60% des individus extrêmement pauvres sont en Afrique. Vous voyez, donc l'extrême pauvreté vraiment est dominante en Afrique. Ça, il faut en être conscient et je donne pas mal de chiffres dans le livre pour montrer à quel point l'Afrique est pauvre. Voilà, l'Afrique est pauvre, c'est une réalité, même s'il y en a qui veulent nous faire croire que non, on a des richesses en pétrole, des richesses en diamant, en or. C'est bien, mais à la fin de la journée, on ne mange pas l'or, on ne mange pas le pétrole, on ne mange pas le diamant. Donc moi, je parle de la production économique en fait. Donc l'Afrique est pauvre de ce point de vue. Et donc si on revient sur la population qui est malheureusement pauvre, c'est une population qui ne peut pas vraiment impulser le changement parce qu'elle est préoccupée par d'autres choses. Elle cherche d'abord à manger, à avoir un seul repas dans la journée. Donc vous n'allez pas demander à une telle personne d'être une force de changement, c'est très compliqué. Elle n'a pas de ressources pour le faire. En fait, militer pour le changement demande un minimum de ressources. Et donc, si on laisse donc cette classe d'extrême pauvre, on va à la classe qui est très riche. La classe qui est très riche n'a pas forcément intérêt au changement. Puisqu'elle est déjà riche, l'ordre des choses fait qu'elle s'en sort. Donc, pourquoi voudra-t-elle un changement alors que la configuration actuelle des choses l'arrange?
Elle tire profit de la configuration actuelle des choses. Non, elle n'a aucun intérêt au changement. On ne peut pas compter sur elle pour transformer le continent. Et c'est pour ça que moi, j'identifie alors la classe moyenne comme cette classe qui a un peu de ressources et donc qui peut faire quelque chose et aussi qui peut vraiment être cette force qui va impulser la dynamique du changement. Et donc moi, je compte surtout sur les classes moyennes. C'est de là que viendra la transformation de l'Afrique. L'éducation de la classe moyenne, pourtant, c'est aussi très important. Tout à fait. Classe moyenne alphabétisée, non alphabétisée, ça change des choses, ça change de vision. Tout à fait. Dans la classe moyenne, voilà, il y a la classe moyenne donc alphabétisée qui a été à l'école, notamment des fonctionnaires, des salariés du privé. Et il y a la classe moyenne non alphabétisée, notamment des commerçants dont les affaires marchent assez bien et donc ils sont dans la classe moyenne. Et la différence, justement, c'est que quand vous avez eu l'éducation, ça vous permet de comprendre beaucoup de notions qu'on ne comprend pas lorsqu'on n'a pas été à l'école. Et c'est seulement lorsqu'on comprend les notions qu'on peut maintenant s'inscrire en acteur du développement parce qu'on comprend les enjeux de l'économie, on comprend les enjeux de la finance, la géopolitique, on est informé en fait sur ce qui se passe. Vous voyez. Et donc, l'histoire ou l'expérience montre que les personnes qui sont alphabétisées, qui sont éduquées, ont un niveau d'exigence plus élevé que les personnes qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école. Et donc, comme on a besoin de niveau d'exigence pour changer les choses, il faut aller vers cette classe moyenne qui a été à l'école, qui a étudié, qui sait comment les choses doivent se passer, qui voit les exemples ailleurs, qui est informé, qui sait ce qui se passe aux États-Unis, quels sont les systèmes politiques en Chine, etc., etc. Donc, qui est cultivé, qui comprend quel type de politique mène à quel type de résultat et qui va se lever donc pour dire aux dirigeants africains, non, il ne faut pas aller de ce côté-là, il faut plutôt aller dans ce sens. Là, vous avez évoqué un peu le lien entre le citoyen exigeant et la bonne gouvernance. Qu'est-ce que c'est en fait? Quelle est la définition que vous donnez à la bonne gouvernance? Alors, très bonne question. Pour moi, la bonne gouvernance, en fait, c'est exercer le pouvoir dans l'intérêt des populations. Voilà, on parle de gouvernance publique, c'est-à-dire une gouvernance qui a pour ambition de répondre aux besoins des populations. Et donc, quand on parle de bonne gouvernance, l'intérêt collectif doit être mis en avant. C'est-à-dire que tous les dirigeants qui sont là doivent travailler pour le bien-être du peuple, c'est-à-dire autrement que l'économie et les ressources publiques doivent être mises à profit pour le bien-être des populations et non pas être accaparées par ceux qui dirigent. Et donc la bonne gouvernance, c'est une gouvernance qui profite non pas aux gouvernants, mais aux gouvernés. Et c'est toute la différence parce que si tu prends le pouvoir public et que tu te l'accapares, au lieu de construire des écoles, des fourrages, des hôpitaux, des routes pour la population, là nous sommes dans un cas manifeste de malgouvernance, puisque les ressources de l'État, ce ne sont pas les ressources du président. Les ressources de l'État, ce ne sont pas les ressources des ministres, ce sont les ressources du peuple. Parce que dans le mandat qu'on vous donne, dans un mandat public, c'est un mandat que le peuple vous donne. Si je vais prendre une caricature, un exemple, c'est comme une entreprise, des administrateurs d'une entreprise qui embauchent un directeur général. L'entreprise n'appartient pas au directeur général. Le directeur général, c'est juste un serviteur. Vous voyez, il est là pour faire fonctionner l'entreprise au profit des administrateurs de l'entreprise. C'est la même chose. Nous, en tant que citoyens, nous détenons chacun une part de la souveraineté politique. Et donc, nos dirigeants ne sont autres que nos serviteurs qu'on a embauchés pendant 5 ans, pendant 10 ans. Ils vont gérer les affaires du pays à notre profit. Le directeur d'une entreprise ne gère pas l'entreprise à son propre profit. Non, cela ne se fait pas. Il gère l'entreprise au profit des actionnaires de l'entreprise. Donc nous, en tant que citoyens, nous sommes actionnaires de nos pays respectifs et les dirigeants que nous embauchons, entre guillemets, doivent travailler pour nous et non pas pour eux-mêmes. Cela est très important, c'est comme ça qu'on parle de la bonne gouvernance. En Afrique, y a-t-il des pays qui, pour vous, sont des modèles de bonne gouvernance? Quels sont ces pays et pourquoi ces modèles ne sont pas plus répandus sur le continent? Alors, quand on parle de bonne gouvernance, il y a plusieurs critères. Voilà, lorsqu'on va rentrer dans les études de la bonne gouvernance, il y a plusieurs critères. Il y a notamment, par exemple, la transparence. Il faut qu'il y ait de la transparence dans les affaires gouvernementales. Il ne faut pas qu'il y ait de l'opacité, on ne sait pas où va l'argent, on n'a pas d'informations sur les recettes financières publiques, etc., etc. Il faut qu'il y ait de la transparence au niveau des marchés publics. Les marchés publics, par exemple, c'est vraiment un nid souvent de corruption énorme dans nos pays. Donc, il faut déjà cette transparence. C'est un critère de bonne gouvernance. Il y a aussi donc le respect des libertés fondamentales. Ça, c'est un critère de bonne gouvernance parce que les citoyens sont libres, il faut qu'on respecte leurs libertés. Également, en matière de critères également de bonne gouvernance, on a la reddition des comptes. C'est-à-dire que si vous êtes au service du peuple, en tant que député, en tant que président, en tant que ministre, vous devez rendre compte au peuple.
Vous devez venir dire, voici, vous m'avez donné un mandat, voici ce qu'on a pu faire, voici ce qu'on n'a pas pu faire. C'est de la responsabilité, de la redevabilité. Et donc, quand vous prenez, ce n'est que 3 critères que j'ai cités, mais il y en a plusieurs. Et donc, quand vous prenez ces critères, vous pouvez noter chaque pays en fonction des critères. Et on peut donner un regard général, mais en réalité, sur chaque critère, chaque pays aura une position donnée, en fait. On peut être premier de classe, dernier de classe, dans la moyenne, etc. Donc, sur chaque critère, chaque pays aura un classement. Et donc, on ne peut pas juste dire que dans ce pays, il y a une meilleure gouvernance que dans tel autre pays, mais il faut plutôt rentrer dans le détail des critères pour savoir dans quels critères nous sommes avancés, dans quels critères on a plus d'efforts à faire. Parlons de l'industrialisation. Aujourd'hui, quelle adressez-vous de l'industrialisation, le niveau de l'industrialisation en Afrique et pourquoi pour vous c'est un défi qu'il faut faire face? En effet, pour moi, l'industrialisation, c'est l'alpha et l'oméga du développement. C'est-à-dire que quand je considère les événements ou les phases par lesquelles l'humanité est passée, pour moi, l'une des phases les plus cruciales, ça a été la révolution industrielle. Parce que c'est à partir de la révolution industrielle que la qualité de vie, le niveau de vie des gens ont changé, notamment en Occident. Et plus tard aussi, la Chine va faire son rattrapage industriel et technologique et avoir un niveau de vie un peu plus élevé. Donc c'est à partir de là, vraiment, moi je veux qu'on retienne vraiment ça, puisque souvent on perd cet événement de vue. Non, nous sommes dans une ère post-révolution industrielle. Et dans l'ère post-révolution industrielle, le moteur de la société, ce qui drive l'économie et la société, c'est la technologie. Donc la technologie est au cœur du monde moderne. Si vous regardez les nations les plus avancées actuellement, ce sont les nations qui ont les technologies les plus avancées. On n'a pas besoin d'un doctorat pour comprendre cela. Et donc dès qu'on a compris cela, l'Afrique doit miser sur la maîtrise scientifique et technologique. Je parle de cela aussi parce que vous savez, au quotidien, on a tous besoin de consommer, on a tous besoin de construire, on a besoin d'électricité, on a besoin de drones pour sécuriser nos territoires, on a besoin de respirateurs dans nos hôpitaux. Tout ça, ce sont des produits industriels. On a besoin de satellites, on a besoin de téléphones portables pour s'informer, pour communiquer à distance. Tout ça, ce sont des produits industriels. Et même de façon plus basique, ce que nous mangeons, les produits agroalimentaires, il y a de la transformation industrielle derrière. Et pour revenir également sur le système de santé, il y a les produits pharmaceutiques. C'est de l'industrie. Et donc, si vous avez besoin de produits industriels, il vous faut la maîtrise scientifique et technologique parce que les produits industriels sont le produit simplement de la maîtrise technologique et scientifique. Et donc, comme en Afrique, on a besoin de tous ces produits industriels dont j'ai parlé, il est éminemment important pour l'Afrique également de développer son industrie pour produire ce dont elle a besoin. En fait, je ne suis pas vraiment dans une idéologie, je suis très pragmatique. On a besoin de produits industriels, donc il nous faut des industries, il nous faut développer le tissu industriel africain. Faute de quoi, nous allons passer notre temps à importer. Et importer, ça amène 2 conséquences fâcheuses, c'est qu'il faut mobiliser beaucoup d'argent, puisque les produits transformés coûtent beaucoup plus cher que les produits bruts, donc vous allez beaucoup dépenser dans les importations. Et deuxièmement, ça crée de la dépendance. Aujourd'hui, on parle beaucoup de souveraineté dans certains pays. Il n'y a pas de souveraineté sans production. Si vous ne produisez rien, ceux qui produisent, ceux qui ont la technologie, vont toujours vous dominer. Pourquoi les idées de développement proposées par des intellectuels, comme vous proposez dans votre livre, sont-elles rarement appliquées? C'est une question très importante et essentielle. Je me la suis posée pendant des années, et là j'ai commencé à avoir des esquisses de réponse. En gros, dans une société normale, il y a... Idéal peut-être. Voilà, idéal si vous voulez, il y a 2 composantes. On a les hommes de pensée, les intellectuels, dont le rôle est de produire des solutions et d'accoucher en fait des idées qui vont faire avancer la communauté, la société. Et on a les hommes maintenant de pouvoir, les hommes qui ont le pouvoir, qui peuvent décider et mettre en place les projets de société. Il y a ces 2 composantes. Et dans une société idéale, il faut une connexion entre ces 2. Les hommes de pouvoir écoutent les intellectuels et mettent en application ce que disent les intellectuels. Par exemple, le professeur Cheikh Anta Diop, dès 1960, il a parlé de la nécessité d'industrialiser l'Afrique. Si les chefs d'État de l'époque l'avaient écouté, je ne suis pas sûr que l'Afrique serait là où elle est aujourd'hui. Elle serait beaucoup plus développée. Et donc, il faut ce tâtellage-là entre les hommes de pouvoir et les intellectuels. Mais malheureusement, en Afrique, l'exemple du professeur Cheikh Anta Diop en dit long. Depuis 1960, il a parlé, mais malheureusement, ce qu'il a dit n'a pas été écouté. Alors, pourquoi on n'est pas écouté? Je pense à quelque part que c'est à cause de la malgouvernance. C'est-à-dire qu'il y a des dirigeants qui sont plus préoccupés par leurs agendas personnels que par le bien-être de la population. Il y en a qui arrivent souvent avec de bonnes intentions, mais arrivés au pouvoir,
très vite, il se met à son agenda personnel. C'est comme un DG d'une entreprise qui travaille pour ses propres intérêts maintenant, au lieu de travailler dans l'intérêt des actionnaires. Donc très vite, il se met sur son agenda personnel et il oublie en fait qu'il a été embauché par la collectivité pour travailler au bien-être des populations. Donc pour moi, en fait, c'est vraiment cette malgouvernance-là, cette déviation des gouvernants qui prennent le pouvoir et qui oublient en fait l'intérêt des populations pour travailler pour leurs propres intérêts. Donc pour moi, c'est ça l'explication. Et pour cela, il faut donc actionner des leviers pour lutter contre la malgouvernance. Est-ce qu'il n'y a aussi pas un besoin peut-être de retenir des esprits, des intelligences africaines en Afrique? Il y a beaucoup d'Africains qui partent évidemment pour faire l'université à l'étranger, donc aux États-Unis, en Chine, en Europe, et qui reviennent avec cet espoir de peut-être faire des choses pour rendre mieux la circonstance des Africains, mais qu'en fait n'arrivent pas. Quelle piste proposez-vous aussi pour contenir, pour retenir ces gens? C'est une question fondamentale. Alors, il y a plusieurs éléments. Le premier élément, c'est que c'est vrai que pour avoir certaines expertises, on est obligé de quitter le continent. Moi, par exemple, je suis docteur en télécom, j'ai une expertise donc en photonique terahertz. Je ne suis pas sûr qu'il y a des laboratoires en Afrique où j'aurais pu faire cette thèse de doctorat. Vous voyez, donc pour certaines expertises, effectivement, on est amené à quitter le continent. Et ce qui fait que la diaspora est remplie d'Africains, effectivement, qui ont étudié dans de grandes écoles, de bonnes écoles, qui ont des diplômes, qui ont de la connaissance, qui ont des compétences à faire valoir. Mais le problème du retour se passe à plusieurs niveaux. Déjà, est-ce que les États mettent assez de dispositifs pour accueillir et attirer en fait ces nouveaux talents? C'est ça la première question. Parce que quand tu es à l'étranger, tu es déjà inséré, intégré. Pour rentrer dans ton pays, tu auras besoin de te réintégrer en quelque sorte. Il faudrait que le cadre soit propice. Il faut que les dirigeants puissent te faire de la place, puissent vous faire de la place pour que vous veniez apporter. Donc, quelles sont les politiques d'incitation en fait qui sont mises en place localement? Ça, c'est la première question. Il faut qu'on travaille sur ce volet. Déjà, il y a quelques pays qui ont, par exemple, des députés de la diaspora. Ça, ce sont de bonnes initiatives. Ça permet de prendre en compte la voix de la diaspora localement sur place. Donc, c'est très bien pour ça. Et donc, il faut multiplier les initiatives comme ça où on fait le lien avec la diaspora et on l'incite à rentrer pour apporter un plus sur place. Il y a également les conditions de travail, parce qu'à l'étranger, souvent, on a des conditions de travail qui sont favorables, contrairement à nos pays. Parce que quand on dit pays en développement, c'est-à-dire que c'est des pays où tout n'est pas mis en place. Il y a des infrastructures qui manquent, souvent l'énergie manque, les technologies numériques, souvent ça manque. Voilà, souvent, il y a pas mal de problèmes logistiques et autres qui peuvent faire en sorte que, malgré ton expertise, que ce soit en télécom, en génie civil, tu n'arrives pas à produire autant de résultats que ce que tu fais ici, par exemple, en France ou autre. Donc, il y a cet aspect-là, travailler sur les conditions de travail, les conditions de vie donc, des travailleurs, de façon générale, pas seulement de la diaspora, mais même des locaux. Voilà, mettre les gens dans de bonnes conditions de travail, je crois que ça va inciter la diaspora à rentrer. Et in fine aussi, c'est à la diaspora de se rendre compte qu'on peut faire beaucoup de choses sur place. Voilà, c'est vrai qu'il y a des difficultés, il y a des challenges, il y a des défis. On ne va pas rentrer et on va nous dérouler un tapis rouge, mais il faut prendre son courage, se dire que mon expertise peut servir au pays. L'Afrique a besoin de cette expertise-là et donc je me prépare et j'essaie de rentrer sur place pour apporter ma contribution. Ça peut commencer par des séjours ponctuels, des séjours d'une semaine, 2 semaines, voilà, déjà pour comprendre le terrain, comprendre l'environnement, mais progressivement, on peut se préparer pour rentrer définitivement parce que quand on dit, par exemple, qu'on a commencé ses études en Afrique et qu'on a terminé ailleurs, il faut reconnaître que l'Afrique a misé en nous, l'Afrique a investi en nous. Moi, par exemple, j'ai eu mon baccalauréat au Burkina et donc c'est l'État burkinabé qui m'a éduqué, donc qui a participé à ce que je suis aujourd'hui. Et donc, je sens aussi un devoir, sinon un honneur aussi, d'aller apporter quelque chose sur place. Juste une dernière question, c'est parce qu'on parle de la technologie et de l'éducation. Alors, sur le fake news, est-ce que le fake news est un problème aujourd'hui? Absolument. Les fake news, en fait, sont un poison. Un poison parce que je constate que notre vie est basée sur l'information. Que ce soit la démocratie. La démocratie est basée sur des citoyens qui sont informés. Quand les citoyens sont informés, la démocratie peut marcher. D'ailleurs, on dit que les médias, la presse, c'est le 4e pouvoir. Lorsqu'on parle des pouvoirs, les 3 pouvoirs, législatifs, exécutifs, judiciaires, on cite les médias comme le 4e pouvoir. Et donc, la démocratie repose sur l'information. Également, le secteur privé, le business repose sur l'information. Quand on n'a pas l'information, la bonne information, on peut perdre des millions. Et donc, ce qui se passe avec les fake news, c'est quoi? C'est que ces fake news travestissent la réalité. Ce qui est nuisible non seulement à la démocratie,
mais aussi au secteur privé. Parce que si tu n'as pas la bonne information, tes éléments de décision sont biaisés et par conséquent, tu engages ton entreprise souvent dans des voies sans issue. Et donc, pour moi, ça, c'est vraiment... Et d'ailleurs, le Forum économique mondial a identifié la désinformation comme l'un des fléaux, l'un des dangers les plus graves dans les prochaines années. Il faut qu'on lutte contre la désinformation parce que tout ce qu'on fait au quotidien dépend des informations, de notre niveau d'information. Et si ces informations sont biaisées, il va sans dire que ce que nous allons faire également est biaisé, que ce soit dans la vie individuelle que dans la vie collective. Merci beaucoup, Ahmed Ouedraogo, d'être venu aujourd'hui pour parler de votre livre « Les priorités de l'Afrique », publié chez les éditions Afrique et Savoir. Merci pour cette discussion passionnante. Le livre est disponible donc dans les librairies en ligne. Sur Amazon. Sur Amazon. Et merci à vous, comme toujours, de nous avoir suivis. Au revoir et à bientôt.